Coucou tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour faire un point sur tout ce qui reste dans ma pile à lire. Il y a quelques semaines, je vous avais proposé une vidéo spéciale fantasy dans ma palle, puis après ça est venue une vidéo roman noir, donc tout ce qui était thriller, mystère, horreur, et un petit peu les cosy mystery aussi. Et aujourd'hui, je vous propose de terminer cette petite série non officielle avec tout ce qui reste. Et si je mélange un petit peu tout, c'est parce que j'ai pas énormément de livres pour chaque genre, et ça aurait été ridicule de faire une vidéo avec juste peut-être, je sais pas, 8 livres, quelque chose comme ça. Donc autant tout faire d'un coup. Et on va le voir au fur et à mesure, il me reste un tout petit peu de romance, un tout petit peu de science-fiction, parce que de façon générale, l'imaginaire que je lis, c'est quand même en très grande majorité de la fantasy. Mais il y a quand même un petit peu de SF dans ma palle. Il y a aussi de la non-fiction et de la littérature plus générale. Donc on va voir ça ensemble maintenant. Je ne reviens pas sur les livres qu'il y a dans ma Kobo puisque figurez-vous qu'on a déjà fait le tour. Je n'ai que de la fantasy et des romans noirs dessus. Donc on en a terminé avec mes e-books. Et avant de terminer la vidéo, on verra ensemble les livres qui sont hors bibliothèque et qui sont dans une pile à lire un peu plus active, des livres que je compte lire dans les semaines qui viennent. Donc on va s'attaquer tout de suite au gros du sujet, à savoir la bibliothèque. Et si je regarde normalement ces étagères du haut que vous ne pouvez pas voir, on a déjà tout fait puisque c'est que de la fantaisie ou des livres déjà lus. Normalement de ce côté-ci, ouais, tout est bon aussi. Je regarde vite fait sur celle-ci, mais normalement, soit c'est déjà lu, soit on en a déjà parlé. Ouais, je confirme, et c'est pareil pour celle-là. Donc on va pouvoir attaquer avec cette étagère-ci. Et j'ai en premier lieu le plus gros livre de ma palle. Enfin non, le deuxième plus gros livre de ma palle. Parce que le number one, il est un petit peu plus loin. Donc on a celui-là, on a celui-là aussi. Et après les autres, c'est tout bon. Vous tombez pas, hein? Non, 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 j'ai dit quoi? Donc, le deuxième plus gros livre de ma pile à lire. Autant en emporte le vent, volume 1 et volume 2. Des bons gros bébés. Le volume 1 fait 700 pages. Et j'en attends pas moins du second. Ouais, voilà, on est à 710 pages. Ouais, donc pour un livre, on est à plus de 1400 pages. Quand je vous dis que c'est le deuxième plus gros livre de ma palle, vous imaginez un petit peu le premier. Normalement, vous savez ce que c'est. Bref, j'ai donc Autant en emporte le vent de Margaret Mitchell, un classique de la littérature que j'aimerais lire. Je vous avoue que j'ai un peu peur déjà par rapport à la taille, mais aussi parce que je sais que ça va surtout aborder une histoire d'amour au temps de la ségrégation. Et j'ai un petit peu peur de voir comment ça a été traité, puisque forcément, comme c'est un classique qui a été écrit il y a de très nombreuses années, on va dire que le point de vue de la société a changé depuis. Donc j'ai bien celui-ci et évidemment je l'ai pris dans la collection Totem de chez Game Master parce que j'adore. Je trouve leur couverture toujours aussi magnifique. Et un autre classique que j'ai pris dans la même collection, c'est Les 4 filles du Dr March de Louisa May Alcott, que j'ai dans ma palle depuis facile 2 ans je dirais. Et voilà, comme vous pouvez le constater, c'est toujours pas lu. Par contre, quand je compare à Autant en emporte le vent, je devrais avoir un petit peu moins peur de la taille de celui-ci. 636 pages. Bon ça va, c'est facile. Une histoire que je ne connais pas. Je n'ai jamais lu le livre et je n'ai jamais vu aucune adaptation télévisée, cinématographique, quoi que ce soit. Donc j'irai complètement à l'aveugle le jour où je me lancerai. D'ailleurs c'est pareil pour Autant en emporte le vent, j'ai jamais rien vu. Tout le reste, c'est déjà lu ou on en a déjà parlé. Après, derrière moi, il y a quoi? Normalement, The Inheritance of Orchidea Divina, je vous en ai déjà parlé dans la vidéo de fantasy, puisqu'il y avait une pointe de magie, c'est du réalisme magique. Je crois bien que je vous en ai déjà parlé. Et tout le reste, je vous en ai déjà parlé aussi, finalement. Ce dont je vous ai pas encore parlé, par contre, ils vont être de ce côté-là. Ouais, dans cette étagère-ci, on va en avoir uniquement 2. Je vous en ai parlé il y a quand même pas très longtemps puisqu'ils sont arrivés dans ma pile à lire au mois de novembre. Et donc on avait fait le book haul ensemble de ce que j'avais acheté au mois de novembre et au mois de décembre. Ce sont 2 romans que j'ai achetés en Écosse. Le premier, je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises, c'est The Compound de Aisling Roll. De la science-fiction dystopie où on suit des personnages qui sont enfermés dans un compound, une base militaire a priori, et sont enfermés pour une bonne raison, pour une émission de télé-réalité, sauf qu'autour d'eux,
bah, c'est un peu l'apocalypse, le monde part à volo. Et il me semble bien que ça va un petit peu partir en cacahuète pendant la télé-réalité aussi. J'ai toujours pas ma réponse quant à savoir s'il y a vraiment des zombies ou pas. Mais en fait, je veux pas le savoir tant que je le découvre pas par moi-même à la lecture. J'ai bien l'intention de le sortir dans pas trop longtemps de ma pile à lire. Il fait environ 300 pages. Et c'est écrit gros. Et je suis trop curieuse. Je veux plus le laisser traîner. Et l'autre, c'est The Haunting of Heroes Bay de Amanda Bloch. De la littérature maritime peut-être, en tout cas un décor maritime avec 2 temporalités si je me trompe pas. Je crois qu'on est même sur 2 siècles différents. Ouais, c'est ça. On a une temporalité où c'est maintenant de nos jours et l'autre ça se passe en 1840. De ce que je me souviens, en 1840, on suit un artiste, je sais pas plus si c'est un homme ou une femme, mais qui est sur un bateau, qui fait naufrage et cette personne va tout faire pour essayer de sauver un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre qui était à bord, je crois que c'était une peinture. Et de nos jours, on va suivre notre personnage principal qui est dans la ville de Crestcombe, qui est donc, j'imagine, la ville où a eu lieu le naufrage. Et cette personne va être confrontée à certaines révélations et certains secrets de la ville. Ça m'intrigue. J'avais vu, quand je l'ai acheté, qu'il avait une super bonne note. Donc je m'étais dit que je prenais pas trop de risques, mais voilà, depuis je l'ai pas encore sorti de ma pile à lire. Et pour votre information, il fait presque 400 pages et c'est un roman qui est signé par l'autrice. Apparemment ça se fait beaucoup, en tout cas là où je suis allée à Édimbourg, dans toutes les librairies que j'ai croisées, que j'ai visitées et où j'ai acheté des livres, il y avait des copies qui étaient signées, ça se faisait beaucoup. D'ailleurs, The Compound est aussi signé par l'autrice. Et tous les autres, je les ai déjà lus, je vous en ai déjà parlé à un moment ou à un autre. Donc on passe à l'étage en dessous. Qu'est-ce qu'on fait? Non, on va garder les poches pour la fin. On va passer plutôt de ce côté-là. La case romance. Ça va aller très vite. C'est un peu tout ce qui est romance et cozy fantasy. Donc vraiment, là c'est la case la plus vide de ma bibliothèque parce que c'est vraiment des genres que je ne lis pas spécialement ou en tout cas je trouve pas vraiment chaussure à mon pied. Et la plupart s'ils sont là c'est que je les ai lus et que j'ai envie de les garder pour une raison ou pour une autre. En général c'est parce que je les ai bien aimés et du coup j'en ai 2 que j'ai pas encore lus. L'un d'entre eux c'est un Ali Hazelwood qui traîne dans ma palle depuis le jour de sa sortie. Je m'en souviens très bien mais je sais plus si c'était en 2024 ou en 2023. Je crois que c'était en 2024. Je suis plus très sûre. Bref, Love Theoretically de Ali Hazelwood. Couverture colorée, ça marche hein, si je retire le prompt un de ces jours dans une palle mensuelle. Ça peut le faire. J'avais beaucoup aimé les 2 autres titres de l'autrice que j'avais déjà lus. Et donc forcément, quand celui-ci est sorti, je l'ai acheté. Et voilà, depuis, c'est pas lu. Les 2 autres, je les avais empruntés à la médiathèque. Et celui-là, je m'étais dit, ouais, je l'achète et je le lis. Et puis on connaît l'histoire. Et l'autre, je suis quand même assez curieuse parce que j'ai entendu que des retours mitigés ou mauvais, mais je veux me faire mon propre avis. C'est How to End a Love Story de Yunling Kwang. C'est son premier roman, mais elle est surtout connue pour avoir écrit le scénario de People We Meet on Vacation, que j'ai regardé quand il est sorti sur Netflix au mois de janvier, déjà. Et j'avais beaucoup aimé. Donc je suis assez curieuse de voir, mais comme je vous le disais, je n'ai entendu que des retours vraiment pas positifs. Du coup j'ai un peu peur, donc je le lis pas. Ça aussi on est d'accord que pour une couverture colorée, ça marche à fond. De ce côté-ci, c'est la littérature plus générale, et je pense bien qu'il y en a pas mal que j'ai pas encore lu. Alors dans l'ordre, il y a notamment Propre de Alia Trabuco Serran, qui est dans ma palle depuis 1 an et demi. On adore quand ça traîne dans les piles à lire. J'adore par contre la couverture simple, efficace et qui sort du commun. Ici, on nous dit que c'est un roman psychologique haletant, angoissant et addictif, à travers lequel notre époque se dessine, une société fracturée par les rapports de domination et d'argent où les uns vivent dans l'ombre des autres. Donc un roman où les classes sociales ont leur importance. De mémoire, on suit notre personnage principal qui est en plein interrogatoire. Elle se fait interroger puisque la petite fille dont elle avait la charge, la surveillance, a été retrouvée morte. J'aurais peut-être dû mettre dans les romans noirs d'ailleurs. Est-ce que ça serait pas un thriller? Ensuite, ça s'est lu, ça s'est lu, ça s'est lu. Oh là, celui-ci.
N'est-il pas magnifique? J'adore quand le jaspage va dans la continuité de la couverture. C'est sublime, c'est Parmi les fleurs, bruissent les secrets de Adrienne Young. Là aussi, je l'ai acheté vraiment pas très longtemps après sa sortie, je crois 2 ou 3 jours après. Et au début, j'avais pas forcément l'intention de l'acheter. Puis quand je l'ai vu, je me suis dit, ok, il rentre avec moi à la maison. Ça faisait un moment que j'entendais parler de ce roman en VO et qui me faisait envie. Et entre-temps, l'une de mes amies l'a lu et ça a été son coup de cœur de l'année. Et ça m'a toujours pas aidé à le sortir de ma palle, malheureusement. Je sais que cette autrice a écrit d'autres titres qui sont plutôt young adult. Celui-ci, c'est son premier roman adulte, c'est pour ça que j'aimerais le lire. On va suivre ici une femme qui risque tout pour mettre fin à la malédiction qui touche sa famille depuis des générations, révéler la vérité derrière la disparition de sa mère et rencontrer l'amour dans ce roman envoûtant. Il me semble bien qu'il y a une histoire de malédiction sur les femmes de la famille et elle meurt peu de temps après avoir rencontré le grand amour. J'ai aussi une copie qui a bien vécu de Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une de Raphaël Giordano. Je suis quasi certaine que c'est un roman que j'avais trouvé en boîte à livres. C'est pour ça que j'ai une copie qui a quand même bien vécu. Il y a un petit... on a une petite texture tissu de ce côté-ci. Et apparemment, c'est le premier roman de l'autrice. Je savais pas. Il me semble que c'est de la littérature assez feel good et en général c'est pas forcément le genre de lecture qui me plaît. C'est pour ça que je l'ai toujours pas lu. Je serais d'ailleurs pas étonnée de savoir si c'est pas plutôt ma mère qui l'avait trouvé dans la boîte à livres, qui l'a lu, qui l'a aimé et qui m'a dit lis-le, qui l'a rangé et voilà. On connaît un petit peu l'histoire là aussi malheureusement. Ça c'est lu. J'ai aussi Chanson douce de Leila Slimani. Là, pour le coup, c'est un roman où je suis très contente de l'avoir dans ma palle et j'aimerais bien le lire un de ces jours. Je sais que Leila Slimani, c'est une autrice qui est très appréciée et j'ai jamais rien lu d'elle. J'aimerais enfin la découvrir. J'ai Chanson douce ici et j'en ai un autre un petit peu plus loin qui est... Hop là, il est là. Dans le jardin de l'ogre. Voilà, donc je n'ai lu ni l'un ni l'autre. Alors, autant dans le jardin de l'ogre, je ne sais pas du tout de quoi il s'agit. Par contre, pour Chanson douce, il me semble bien qu'il y a eu une adaptation cinématographique et j'ai l'impression que ça ressemble pas mal à Propre, dont je vous ai parlé il y a quelques minutes, dans le sens où on va suivre une famille qui, j'imagine, est plutôt aisée et qui engage une nounou qui, elle, vient d'une classe bien plus populaire. Donc j'imagine qu'on va y explorer les différences de classe sociale et qu'il va y avoir un drame au milieu. Et par contre, pour le jardin de l'ogre, je sais pas du tout à quoi m'attendre. Ensuite, ça c'est lu, ça on en a déjà parlé, ça aussi... Ah bah oui, j'ai toujours... La Reine Sirène de Niveau, pareil, que j'ai acheté, je crois bien, le jour de sa sortie. Là aussi, j'adore la couverture. Je l'avais gardée dans cette vidéo en pensant que c'était de la littérature assez générale, mais je viens de faire tilt. C'est sorti aux éditions La Talente, donc c'est très certainement plutôt classé dans de l'imaginaire. On va y suivre notre personnage principal qui est une femme qui est queer et qui de surcroît est d'origine asiatique. Elle va tout faire pour se faire sa place dans le Hollywood de l'époque et j'imagine que ça va être une lutte de chaque instant. Et après ça, on arrive évidemment au plus gros livre de ma pile à lire. Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas, parce que oui, je l'ai pas lu. En même temps, je vous avais bien averti qu'il y avait très peu de chances que je le lise au mois de mars. On n'a pas encore fait le bilan, mais vous allez le voir, le mois de mars, ça a été un petit peu chaotique au niveau des lectures. Et donc, j'ai toujours pas découvert ni le tome 1, ni le tome 2, qui font au total plus de 1800 pages. Et pourtant, j'ai quand même bon espoir de le lire. J'aimerais vous dire en 2026, mais en même temps, on va pas se mentir. Il y a déjà un tiers de l'année qui est passé. Il y a peu de chances que j'y arrive, mais j'ai envie de le lire. Vous avez été nombreux et nombreuses à me dire dans les commentaires que oui, c'est une bonne grosse briquette, mais ça vaut vraiment la peine d'être lu. Et je vous avoue que vous m'avez motivée. Vous m'avez vraiment motivée et je suis hyper curieuse, d'autant plus que là aussi, je sais juste que c'est une histoire de vengeance, l'histoire d'un homme qui se fait envoyer en prison, je crois, et qui va tout faire pour sauver l'amour de sa vie, ou retrouver l'amour de sa vie. Je veux pas avoir plus de détails, je veux découvrir à la lecture. Et là non plus, j'ai jamais vu de film ou de série. Et là, je l'ai pas pris chez Totem, je crois que ça n'existe pas chez eux. Par contre, j'ai pris l'édition chez Point dans leur collection classique. Je vous avoue que je suis quand même curieuse. Mais plus de 1800 pages, ça veut dire que je vais passer la moitié d'un mois juste sur une histoire. Il faut juste que je sois prête mentalement à ça. Du coup, maintenant, on passe de l'autre côté avec
les poches. Et je pense que c'est là qu'on va avoir le plus de travail. Alors, rien que le premier... c'est pas lu et ça fait un petit moment que je vous en parle. C'est de la non-fiction. C'est l'Odyssée de l'endurance par Ernest Shackleton, qui est le témoignage donc du chef d'expédition de l'endurance qui était parti en 1914. Il est parti à la veille de la Première Guerre mondiale. Il partait avec son équipage pour la première traversée de l'Antarctique à pied. Et ils n'ont jamais atteint l'Antarctique. Une véritable épopée qui s'est étalée sur près de 2 ans et surtout une histoire vraiment incroyable puisqu'ils sont restés piégés dans les glaces pendant de très longs mois et ils se sont sauvés eux-mêmes. Tout le monde est rentré à la maison sain et sauf. Donc ouais, ça aussi, ça fait très longtemps que c'est dans ma pile à lire et que c'est toujours pas lu. Ah bah oui, au suivant, CoComelon avec Cléopâtre et Frankenstein, que j'ai acheté il y a bien 2 ans, je dirais, et que voilà, j'ai toujours pas lu. Ici aussi, sorti aux éditions Point dans la collection poche, on nous dit une histoire passionnante dans un New York qui ne dort jamais. Je sais qu'on va y suivre l'histoire d'amour, alors pas forcément une romance, hein, attention, une histoire d'amour entre Cléo et Frank, qui ont 20 ans d'écart et qui vont se lancer dans une histoire d'amour alors que tout les oppose. On nous dit que c'est un inoubliable roman contemporain sur le couple et une chronique brillante sur des êtres humains imparfaits en quête d'absolu qui ratent l'essentiel avec beaucoup d'élégance. À voir, c'est vraiment le genre de livre, soit j'accroche et j'apprécie énormément, soit j'ai vraiment du mal avec le style d'écriture et je passe à côté. Juste après, toujours pas lu, j'ai honte, mais c'est vraiment un livre que je veux découvrir cette année, Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Il n'est pas très long, je devrais pouvoir me lancer et en même temps à chaque fois que je me dis ça, ça traîne des mois et des mois. Et celui-ci je l'ai ajouté officiellement à ma palle à la fin de l'année, donc ça va, j'ai encore une petite excuse, mais j'aimerais bien enfin découvrir ce classique de la dystopie. Pour rappel ici, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, on suit notre personnage principal qui s'appelle Guy Montag et qui est pompier. Sauf que dans ce monde-là, surtout à cette époque-là, parce que c'est notre monde à nous, mais c'est de la dystopie. Bref, les pompiers n'existent plus pour éteindre le feu, ils existent pour cramer les livres et la culture. Et évidemment, un jour, Guy va tout remettre en question. Celui-là, j'aimerais vraiment beaucoup le lire, idéalement avant la fin de l'été. Ensuite, j'ai aussi Une belle vie de Virginie Grimaldi. Là, c'est sûr, c'est un livre de ma mère qui m'a quand même recommandé de le lire un de ces jours, donc je l'ai gardé dans ma bibliothèque. Je suis pas sûre d'avoir déjà lu du Virginie Grimaldi, mais ma maman apprécie beaucoup son style d'écriture, donc je me dis que je perds pas grand chose à ne serait-ce que la découvrir. Apparemment, on va suivre l'histoire de 2 sœurs, Emma et Agathe, qui ont a priori toujours été proches, mais qui sont très différentes l'une de l'autre. Et on va les suivre lorsque l'une d'entre elles donne rendez-vous à l'autre. Après 5 ans de silence, elles se donnent rendez-vous dans la maison de vacances de leur enfance, qui est aussi la maison de leur grand-mère qui vient de décéder. Et on nous dit notamment qu'elles ont 1 semaine pour tout se dire et rattraper le manque de l'autre. Parviendront-elles à réparer le passé? Ça peut être une très belle histoire. J'ai aussi toujours le livre du Hugue. Je sais jamais comment on prononce, je sais que c'est pas Hige comme c'est écrit ici. C'est littéralement écrit en dessous, ça se prononce Huga. C'est écrit par Miek Viking, désolé pour la prononciation, qui est apparemment le président, ou qui en tout cas était à l'époque le président de l'Institut de recherche sur le bonheur de Copenhague. Et c'est donc un petit livre sur le Huga qui est l'idéal danois, qui englobe un petit peu tout ce qui est confort, convivialité, simplicité et bien-être. On en manque cruellement ces dernières années et je pense que ça pourrait être bien que je me lance enfin, pas forcément dans la lecture à proprement parler, mais juste lire 2-3 pages par-ci par-là et agrémenter un petit peu mon quotidien de simplicité. Juste après, c'est Dorian Gray, je l'ai lu. Oh, Une belle briquette, Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta. Pas lu et en plus ça c'est vraiment le genre de livre où c'est clairement ma mère qui l'a rajouté dans ma bibliothèque, qui me conseille encore et toujours de le lire, et je ne me lance pas. Il était dans la sélection du Music and Books Challenge pour le mois d'avril, mais il n'a pas gagné. Et j'avoue que j'aurais pas été prête à le lire. Je suis pas spécialement emballée pour le lire. Il fait plus de 800 pages quand même, hein. Et je sais pas, il me tente moyen en fait. J'ai toujours aussi Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire de Jonas Jonasson.
Je vous en ai parlé, je pense bien, il y a plusieurs années, quand je vous avais déjà dit que j'avais ce livre dans ma palle. Et vous aviez été plusieurs à me dire que c'était un livre qui était assez sympa. Et je vous avoue, ça m'avait presque motivée à le lire. Mais presque. Et du coup, je l'ai toujours pas lu. C'est clairement le genre de livre où je pense que quand je vais le lire, je vais passer un bon moment. Mais il aura jamais la priorité dans ma palle. Sauf si je le case dans une palle mensuelle. Apparemment, on va suivre notre personnage principal qui s'appelle Alan Carlson et qui s'apprête à fêter son 100e anniversaire. Il vit en maison de retraite, mais du coup, il décide de prendre la tangente apparemment. Et on nous dit que, une chose en entraînant une autre, notre fringant centenaire se retrouve à trimballer une valise contenant 50 millions de couronnes dérobées, presque par inadvertance, à un membre de gang. S'engage une cavale arthritique qui le conduira à un vieux kleptomane, à un vendeur de saucisses surdiplômé et une éléphante nommée Sonia. Ça fait pas un peu too much quand même? Je sais pas. Ouais, peut-être un jour. C'est pour ça que je le garde dans ma palle. Peut-être un jour. Après, on en a déjà parlé, ou alors c'est lu. Tac, tac, tac. Ouais, tous les autres ici, c'est déjà lu ou on en a déjà parlé dans une précédente vidéo. Et donc, à l'étage en dessous, on va retrouver notamment toutes les non-fictions de la collection 10-18 True Crime que ma sœur m'a prêté. Donc, je sais que je vous les ai montrés il n'y a pas longtemps, mais collection, les blancs ici, c'est ce qui se passe aux USA, et les noirs, c'est ce qui se passe en France. Ce ne sont que des histoires vraies de disparitions, de destins rocambolesques, de crimes, et il me semble d'ailleurs que certains d'entre eux sont toujours non résolus. Bref, on a d'abord l'affaire du Golden State Killer de William Thorpe. J'ai aussi La fugue sanglante de Charlie Cohen de David A. Cassan. On a par Jean-Marie Potier, On a tué Wei Lang. Et aussi par le même auteur, l'affaire Emmett Till. Par Arthur Serre, on a Les meurtres du Low Country. Et je vais aller le chercher parce qu'il est dans ma pile à lire active. C'est L'inconnu de Cleveland de Thibaut Ress. Celui-ci, il est dans ma pile à lire du mois d'avril. Donc normalement, début avril, je vous en parle parce que je l'ai lu. Et au niveau de ce qui s'est passé en France, on a Les suppliciés d'Appoigny de Sabrina Champenois et La disparue du cinéma de Guillaume Thion. Et hors collection 10-18, ma sœur m'a aussi prêté Cold Case, 10 crimes, 10 victimes, 10 revirements spectaculaires, revivez l'enquête. Apparemment, c'est sorti aux éditions Larousse et c'est écrit par Cyrielle Adam et Marion Garnier. Donc là, on va y retrouver 10 affaires différentes qui ont été compilées par 2 journalistes réalisatrices spécialisées dans les faits divers. Et ce sont 10 cold cases, c'est-à-dire qu'on n'a toujours pas résolu ces enquêtes-là. Après, ça c'est lu, ça c'est lu, ça c'est lu. Ah, un petit peu de science-fiction avec Restart ou Restart, je sais jamais. C'est écrit par Katia Lanero Zamora. C'est un très court roman qui est sorti aux éditions Argile il y a un an et que j'ai toujours pas lu. Donc vous voyez, je procrastine pas que les pavés hein, d'ailleurs. On est sur un texte qui fait 117 pages. Aucune excuse, aucune excuse. Ici, on va y suivre notre personnage de Mona qui, on nous dit, a intégré le prestigieux village Restart, une communauté entièrement dédiée à la beauté des femmes. On nous dit qu'elles ont la possibilité de devenir des déesses, qu'il y a un programme sportif et des gélules minceurs qui sont préconisées par leur modèle et mentor Geneviève. Et donc on va suivre notre personnage principal Mona qui va apparemment assez vite gravir les échelons, qui a trouvé sa place dans ce village et sa meilleure amie va péter un boulon. Donc on va suivre un petit peu tout ça, je suis très curieuse. J'aime bien quand on aborde la thématique de la beauté mais via le prisme des dérives autour de la beauté justement. Et en parlant de courts romans, j'en ai 2 autres que je n'ai pas encore lus qui sont aussi classés dans de la science-fiction. Cette fois-ci, c'est aux éditions Le Bélial, dans leur collection 1 heure lumière. J'ai notamment un texte de Robert Jackson Bennett à lire à ton réveil, que bah voilà, j'ai toujours pas découvert. Robert Jackson Bennett, je l'ai découvert avec Les Cités Divines et j'avais énormément apprécié son style d'écriture. Donc j'ai acheté celui-ci et je l'ai toujours pas découvert. Celui-ci, ça se passe juste après la fin de la Seconde Guerre mondiale et on va y lire la lettre qu'un homme a écrite à son amant. Je suis très curieuse de découvrir les écrits de l'auteur en dehors de sa série et en dehors de la fantasy. Et donc dans la même collection, j'ai aussi récemment acheté La chose de John W. Campbell. Enfin je dis récemment, c'était au mois de novembre, mais voilà, ça fait pas très longtemps qu'il est dans ma pile à lire.
Par contre, là aussi, il est très court, donc il n'y a aucune excuse. Et là, c'est apparemment une courte novella qui est un peu à la base de la science-fiction. On nous dit notamment que La Chose est un immense classique de la SF mondiale et qu'il pose les bases du récit de SF horrifique. De l'horreur. J'adore. Ici, ça se passe en Antarctique et on va suivre une équipe de scientifiques qui découvrent des vestiges de ce qui ressemblerait étrangement à un vaisseau spatial pris dans la glace depuis des millions d'années. Et j'imagine qu'ils vont découvrir quelque chose de vivant dans ces vestiges-là. Et d'ailleurs, en classique de la science-fiction, j'ai aussi toujours Frankenstein de Mary Shelley que je n'ai toujours pas découvert. Là aussi, pourtant assez court. Pas vraiment d'excuses, quoique il fait près de 300 pages, donc c'est court sans être court. Mais c'est toujours pas lu. Et là aussi, j'aimerais bien le lire, alors pas forcément avant la fin de l'été, puisque ça m'étonnerait que j'ai le temps, mais avant la fin de l'année. Je veux que Frankenstein soit lu, je veux découvrir cette histoire. Et au niveau des classiques toujours, j'ai aussi La Divine Comédie de Dante. Je l'avais acheté parce que j'étais tombée dessus par hasard en librairie, j'ai adoré cette couverture, c'est aux éditions Point. Et je me suis dit, je crois que c'est le destin, s'il est là devant moi, c'est qu'il faut que je l'achète et que je le lise. Donc une mission à moitié réussie puisque je l'ai acheté, mais je l'ai toujours pas lu. Alors ça paraît être quand même une belle briquette, mais il faut savoir qu'à l'intérieur, c'est édité de cette façon. Donc il faut pas que je me dise que ça va être un bon gros pavé indigeste parce que ça a été édité de façon à ce que ça soit pas le cas. C'est d'ailleurs précisé sur la 4e de couverture, on nous dit que pour en permettre une lisibilité rapide, cette nouvelle version en octosyllabes tente de retrouver la légèreté vivante et vibrante d'un style éternellement moderne où s'entremêlent noblesse savante et insolence populaire. Et d'ailleurs pour le reste, tant qu'on y est, on nous dit Voyage parmi les morts, tableau politique de l'Italie, de l'Antiquité au XIVe siècle, manuel de théologie, réquisitoire contre la corruption des puissants et la décadence des papes, La Divine Comédie est aussi un fabuleux roman d'aventure qui, par ses visions d'horreur et d'extase, a marqué peintre, poète, romancier et cinéaste jusqu'à nos jours. Je me demande s'il vaudrait pas mieux que je lise d'abord La Divine Comédie avant de me lancer dans Catabasis, qui en reprend quand même certains codes. Je sais pas, j'ai un peu peur d'être dégoûtée du concept si je lis les deux dans la même année. Oh bah écoutez, c'était le dernier livre de ma bibliothèque. On va voir ce qu'il y a dans ma pile à lire active. Je crois qu'il n'y a vraiment pas grand chose. Effectivement, il ne me reste qu'à vous parler de Génération Body Horror par Morgane Cossarieux et Fleur Hopkins-Lauferron. Il est dans ma pile à lire active, des choses que je veux lire dans les semaines qui viennent. Je ne l'ai pas mis dans ma pile à lire d'avril ni dans ma palle du Serial Série Starter puisque ce n'est pas une série, c'est de la non-fiction autour d'un sous-genre de la littérature, le body horror. Et j'aimerais bien ne pas trop le laisser traîner puisque c'est un service de presse et en plus c'est un sujet qui me tente beaucoup. Et surtout un sujet sur lequel je ne connais rien. Donc moi vous le savez, si j'y connais rien, j'ai envie de combler mes lacunes, d'apprendre des choses, d'en redécouvrir d'autres. Et je compte bien que ce soit le cas avec Génération Body Horror. J'aimerais bien commencer à le lire un petit peu tous les jours. Moi vous savez les non-fictions, j'aime bien les laisser traîner, les laisser un petit peu macérer. En lire peut-être 10 ou 20 pages par jour, les étaler dans le temps. Parce que c'est vraiment pas le genre de lecture et le genre de sujet que je veux binger. Je veux comprendre ce que je lis, je veux l'assimiler, je veux que ça s'imprime là-dedans. Et pour moi, le meilleur moyen, c'est d'y aller petit bout par petit bout et de l'apprécier. Donc celui-ci, je suis pas sûre de vous en parler début mai dans le bilan des lectures d'avril, mais j'espère vous en parler très bientôt quand même. Et là aussi, pour couverture colorée, ça marche plutôt pas mal. Bah écoutez, voilà, c'est avec ce dernier titre qu'on a fait le tour de toute ma pile à lire physique et numérique. Et évidemment, vous aurez des petites surprises puisque se sont ajoutées à ma pile à lire via un book haul que je n'ai pas encore tourné quelques petites choses. Donc on s'en reparle très bientôt, mais globalement, vous connaissez 99,99% de ma palle. Et comme d'habitude, je vous invite à me dire dans les commentaires s'il y a un livre qu'il faut vraiment que je lise dont je vous ai parlé aujourd'hui. Dites-le moi, dites-le moi. Dites-moi pourquoi il vous a marqué, pourquoi il vous a plu, pourquoi vous pensez qu'à moi il va me plaire. N'hésitez pas à me booster, n'hésitez pas à booster aussi d'autres personnes qui seraient peut-être intéressées par ces titres-là. Bref, ça fait toujours plaisir. Ah oui, et aussi petite précision, puisque c'est la première vidéo qui sort depuis que c'est le cas, mais on a passé il y a quelques jours le cap des 3000 abonnés sur la chaîne, donc merci. Merci de votre confiance, merci pour votre temps, pour vos visionnages de vidéos, vos commentaires, vos likes, vos boosts, puisqu'il y a de plus en plus de boosts sur les vidéos. Merci.
Et quant à moi, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo, comme d'habitude le mercredi à 10 h, le samedi à 10 h aussi, et attention, samedi, normalement si tout se passe bien, vous aurez droit au vlog spécial de toutes les lectures que j'ai pu faire dans le cadre de la sélection imaginaire du prix Babelio 2025. Depuis le temps que j'en parle, depuis des mois que c'est en cours, c'est enfin terminé et c'est bientôt pour vous. Dans tous les cas, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!